tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Elena. Je te jure, ça m'émeut. Parce que c'est ce qu'on disait juste avant de commencer. On a fait une interview il y a un peu plus d'un an, ouais. À la sortie de Starac, comme j'avais interviewé tous les gens qui étaient sortis. Et comme là, tu sors ton nouvel album, je me suis dit, mais quelle meilleure occasion que de refaire une petite interview. Et nous revoilà rassemblés. Et moi, j'arrive un peu à la fin de toutes tes interviews promo. Première question, comment ça va, madame? Ça va très bien. Ça va très bien. Pas trop fatiguée? Je suis un peu fatiguée, mais c'est normal, je pense. Mais en tout cas, ça va très bien. Parce que je pense que j'aurais pas pu rêver mieux que tout ce qui m'arrive là. Je voudrais commencer par te remontrer un petit passage de notre première interview. Bon, je vous raconte tout, j'ai demandé à Elena si elle était d'accord de revoir ce passage-là. Oui. Donc, pour remettre dans le contexte, tu sors le samedi, c'était le samedi ou vendredi? Samedi soir. Le samedi 27 janvier. Et nous, on fait notre interview le mardi. Donc, ouais. t'avais 2-3 jours. Et je te pose une question en te demandant si tu avais matérialisé ton évolution entre le début de Starac et la fin de Starac. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as répondu? Non, pas du tout. Ok. À ton avis, tu m'as dit quoi? Tu vois, comment t'avais évolué? La question, c'est ça, c'est comment t'avais évolué pendant ces 3 mois? Je crois que j'ai dû parler de maturité, d'expérience. En tout cas, c'est ce que j'aurais répondu aujourd'hui, genre. Aujourd'hui, moi, si tu me demandes, genre, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans qui séparent la Elena qui est rentrée au château et celle qui est... Ok, alors je te montre ta réponse et tu me dis après ce que t'en penses, ok? Comment est-ce que toi, tu mesures cette évolution? Est-ce que tu t'en rends compte? C'est vrai qu'effectivement, quand là, je regarde mes premiers primes et maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et tant mieux, parce qu'en fait, moi, de base, je pensais qu'il fallait juste déjà savoir bien chanter. J'avais pas pensé au fait qu'il fallait avoir une présence sur scène, que nos émotions, elles devaient transpercer notre visage, parce que moi, je ressentais beaucoup de choses, mais j'intériorisais tout, et j'avais pas compris qu'il fallait que ça transperce, que ça traverse mon visage et que ça aille transpercer les gens. Et tout ça, je pense que c'est ça aussi mon évolution, c'est d'avoir réussi à montrer à donner de l'émotion, en fait, autre qu'à moi. Comment est-ce que toi, tu mesures cette évolution? Elle parle bien, la dame. Elle parlait bien, quand même. Et franchement... En plus, c'était les premières interviews. Je suis un peu étonnée, parce que je fais tellement attention maintenant à mon vocabulaire, à comment je m'exprime. Ouais. J'essaye de bégayer le moins possible et tout. Et là, Ouais, c'était fluide, hein. Ouais, donc, il y avait ce truc de transmettre des émotions. Ouais, purée, j'avais oublié ça. Sur l'interprétation. Ouais. En fait, tu sais que tu m'as fait une vraie bonne réponse là-dessus, hein. Parce que t'aurais pu me dire, je me sens plus à l'aise maintenant. Ouais, c'est vrai. Et tu m'as fait un vrai truc un peu profond, un peu... Oui, mais parce qu'on me l'a tellement reproché. J'avais complètement oublié. On m'avait tellement parlé de ça, même Oscar Sisto et tout, il m'avait dit, tu es vide. Et les yeux de mon chat sont plus perçants que les tiens, un truc comme ça. Oh, waouh! Attends, mais ça m'avait pas du tout marqué, mais c'est horrible. Oui, Oscar, il avait été hyper cash avec moi, qui est une pédagogie qui, moi, m'affecte un petit peu et c'est pas ma manière d'apprendre, mais les autres avaient bien kiffé son cours et tout, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on me répétait vachement. Et aujourd'hui, waouh, dès que je chante mes chansons, après, c'est mes chansons, donc c'est différent. C'est des textes que j'ai écrits, mais je suis tellement dans mes émotions, dans chaque mot que je prononce. Je pense à tout ce que je dis. Et si on fait alors si je te reposais la même question, mais pas sur, tu vois, les 3 mois d'aventure Starac, mais sur cette dernière interview versus aujourd'hui, donc un peu plus d'1 an plus tard. Sur quoi t'as progressé? Franchement, sur tellement de points différents. Enfin, je veux dire, depuis, j'ai écrit un album aussi, j'ai tellement appris en studio aussi de ce que c'était que d'écrire des chansons, d'être en studio, de partager ses expériences avec Vincha, avec mon co-auteur. Sur scène aussi, genre, je sais pas le nombre de plateaux radio que j'ai pu faire, ma manière d'arriver sur scène, de partir, tous les talks que je peux faire entre mes chansons, même ma manière de m'habiller, de m'exprimer, ouais, je fais hyper attention. Mais je fais beaucoup plus attention à plein de choses, mais pas parce que je veux me donner un personnage que je ne suis pas, hein, mais parce que j'ai envie de paraître crédible et légitime dans ce que je fais. Donc, c'est vrai que je fais beaucoup plus attention. Genre là, tu vois, par exemple, c'est bête, hein, mais j'ai pas fait mes cheveux, ça me rend ouf. Sur la vidéo, là? Ouais.
Mais attends, mais tu te rends compte que tu venais de t'enchaîner 2 jours de promo, enfin de promo de... J'ai un vieux blazer et tout, enfin en mode j'ai pas fait d'effort. Mais attends, parce que pour raconter aux gens, quand tu sors de la Starac, en gros, t'as 2 jours où t'es à la prod et t'enchaînes toutes tes interviews. Encore ma valise t'as ta valoche de... Ouais, je sais, non. Château. Je suis pas très aimable avec moi. Tu mets ton t-shirt qui était propre, tu vois, le seul t-shirt qui te reste. Franchement, ça soit cool avec toi, parce que déjà, c'est vrai. Moi, je trouve que t'avais fait un petit liner sympa. Ouais, c'est vrai. T'avais tenté un petit truc, pas mis assez de bronzer, je suis trop blanche. Mais en tout cas, je sais pas, vraiment, je te dis, depuis la Starac et même l'après Starac, pour moi, il y a deux Elena différentes. Foncièrement, on est les mêmes et tout, hein, mais il y a une artiste qui est née. C'est quoi le truc le plus ouf qu'on t'ait proposé? Tu vois, quand tu réfléchis à toutes les opportunités que t'as pu avoir, justement, en tant qu'artiste, est-ce que c'est une émission de télé que tu rêvais de faire? Même si c'est pas un truc, tu vois, qui aux yeux du grand public paraît être quelque chose de fou. Ça peut être Bercy, la semaine dernière, à l'heure où on tourne, où t'es arrivé comme ça, chanter ta chanson avec les filles, ou une émission de radio, sur une petite radio que t'écoutais quand t'étais jeune. Ouais, purée. En vrai, moi, quand j'étais petite, je rêvais d'être animatrice radio. Donc, quand je me suis retrouvée, genre, chez Énergie Belgique et tout, c'était un peu ouf pour moi. Mais sinon, en vrai, là, j'ai quand même envie de te dire les NMA. Parce que c'est une émission que j'ai tellement regardée. Genre, c'était tellement l'événement pour moi. Quand j'étais petite, je regardais avec mes copines et tout. On se faisait des soirées NMA chaque année. Et me retrouver genre à Cannes et tout sur le tapis rouge, là où j'ai pu moi regarder toutes mes idoles d'enfance défiler et puis monter sur scène et tout. C'était quelque chose quand même. Et puis c'est arrivé en plus même avant la promo de l'album. C'est arrivé alors que c'était pas censé arriver. Enfin, vraiment, j'y croyais pas du tout. On avait un peu parlé, mais en disant, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Puis Summer Body, c'est une grosse balade, genre, c'est pas censé rentrer sur des radios comme Énergie. Donc, si t'es pas sur Énergie, t'es pas au NMA. Enfin, tu vois, donc il y avait tout ce truc-là de, ok, j'y serai jamais, et c'est pas grave, genre, peut-être l'année prochaine, ou peut-être jamais, et c'est ok, mais les NMA, c'était... Comment tu le racontes ça à tes potes? Tu vois, je me dis, parce que peut-être que vous en parlez entre artistes, donc entre artistes, vous parlez peut-être des trucs, je sais pas, la scène, j'ai fait les balances, ça allait bien, le retour, c'était cool, mais à des gens qui vivent pas ça. Moi, sur les NMA, je leur ai surtout raconté un peu la vie à Cannes, qui n'est pas la vraie vie, genre qui est complètement... pleine de paillettes, où tout est cher, tout a l'air beau, tout paraît riche. Enfin, tu vois, genre, nous, on vient vraiment d'un petit village de banlieue, en dehors de Bruxelles et tout. Et c'est vrai que, genre, quand tu passes 3 jours à Cannes, avec le tapis rouge, le stylisme, la coiffure et tout, ma mise en beauté, elle m'a pris 4-5 heures, je crois, pour les NMA. Enfin, vraiment, c'était genre... J'étais un peu dans un rêve et en même temps dans un truc de mais c'est too much. Enfin, tu vois, c'est irréel. Genre, je me souviens très bien, je suis rentrée chez moi le lendemain, je me suis commandé Uber Eats, je crois, j'ai pris un tacos et tout. Et j'étais dans mon canapé et j'étais en mode mais qu'est-ce que je viens de vivre? Enfin, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça me fait penser un peu à Hannah Montana. Tu vois, cette double vie. J'en parle hyper souvent de cette rêve. Ah ouais, tu donnes cette rêve-là? Complètement. T'as l'impression que c'est ce que tu vis? Ouais, complètement. J'ai pris les NMA comme exemple, mais comme tu dis, Bercy, ou toutes les choses complètement dingues qui me sont arrivées cette année. Quand je rentre chez moi, je suis en coloc avec mes 2 meilleures copines et on vit vraiment en coloc. T'es partie de chez tes parents alors? Ouais, j'ai quitté mes parents. Ils sont pas très loin. Non, ils sont pas loin. Mais ouais, j'ai déménagé à Bruxelles avec mes 2 meilleures amies et on a une vie de coloc de meufs de 22 ans qui sont encore aux études, tu vois. Donc c'est-à-dire que mon appart, tout est de la seconde main. On a essayé de faire le moins cher possible. On a essayé de tester d'acheter un micro-ondes à 5 balles. On s'est fait arnaquer. Enfin, tu vois, genre il y a... Attends, il y a vraiment un gars qui vous a vendu un micro. Mais qui est cette personne? Mettez un commentaire, madame, monsieur, si vous êtes là. C'est vous? Oh, on était deg, mais bon, il coûtait pas très cher. C'est un peu comme jouer au loto, quoi. Mais... Ok, d'accord. Sur un malentendu, ça passe. Mais voilà, du coup, on a finalement acheté un vrai micro-ondes dans un magasin. Enfin, bref, tout ça pour dire que quand je rentre chez moi,
Mes copines sont en stage, elles vivent des choses de meufs de 22 ans. Enfin voilà, elles me racontent leurs histoires, les ragots qui se sont passés entre les copines avec leurs mecs, leurs ex, leurs trucs. Enfin tu vois, c'est une vie complètement normale. Et moi, je rentre parfois d'événements comme ça qui sont énormes et je vais même pas parfois leur raconter. Je vais juste dire bah c'était trop bien. Et venez, racontez-moi ce que j'ai raté, genre ce qui s'est passé, parce que je pense que si on vit plus de choses ensemble, après j'ai peur aussi qu'on s'éloigne. Bon après on vit ensemble, donc c'est peut-être un peu plus compliqué avec elles deux, mais j'ai ce besoin constant d'être toujours en connexion avec ce qui se passe dans la vie réelle, dans ma vie, à moi, à Bruxelles, avec mes copines. Et ancré aussi dans la réalité. Ouais, d'une fille. Bah, je rentre, je fais la spie, je fais mes lessives. Ma coloc, elle me fait à manger. Enfin, tu vois, genre, c'est ça la vie. C'est quoi ton plat préféré? Elle te fait quoi, ta coloc? Bah, figure-toi qu'il y a 2 jours, elle est trop mignonne. Elle m'a fait des pâtes au poireau, lardon, boursin. Ok. C'était super bon. Ça, c'est ton plat quand tu rentres, ton plat réconfort. Les pâtes, ça me réconforte. Mais vous avez eu cette discussion entre vous? Parce que, tu sais, dans ton titre, tout a changé, rien n'a changé. Tu le dis en musique, que tu veux que voilà tout reste pareil, même si ta vie est différente. Mais est-ce que tu l'avais formulé autrement qu'en musique? Un peu comme si tu avais fait une réunion, tu vois, avec tes copines, en leur disant « Ok, les filles, alors effectivement, là, il se passe 2-3 trucs, mais je veux que ça reste pareil. » Est-ce qu'il y a eu une vraie discussion entre vous? C'est pas moi qui ai eu cette discussion. Je pense que c'est elles qui sont... Enfin, je prends l'exemple de mes 2 meilleures copines parce que, vu que je vis avec elles, on discute beaucoup. Mais je sais que c'est le cas aussi pour toutes mes autres copines. Elles avaient tellement peur, et pour elles, dans leur tête, c'était impossible que je sois la même en sortant de la Starac. Parce qu'elles me voyaient à la télé vivre des trucs complètement dingues, et elles se disaient, mais comment elle peut rentrer et ne pas avoir changé? C'est pas possible. Et elles avaient vraiment très très peur de ça. Et il y en a une qui m'a confié il y a pas longtemps qu'elle s'était retrouvée à pleurer devant son bureau parce qu'elle s'est dit bah ça y est, je l'ai perdue. Genre c'est impossible qu'elle me revienne comme on l'a connue, comme la Hélé qu'on aime. Et en fait, quand moi je suis rentrée et que je leur ai dit, enfin tu vois, j'ai pas parlé de la Starac, j'ai dit alors il s'est passé quoi, t'es encore avec truc, et toi ça va avec ton mec, enfin tu vois. Elles m'ont dit mais t'es sérieuse Hélé, genre raconte les potins, s'il te plaît. T'as pas d'autre chose à dire et tout. Je suis là, non, j'ai vraiment besoin de savoir comment s'est passée votre vie, et ça les a beaucoup rassurées. Elles m'ont dit mais j'aurais jamais cru que ça se passe comme ça, et j'avais tellement peur, et ça me rend tellement heureuse de voir que t'es toujours la même. Et donc c'est surtout elles qui me l'ont souvent répété, c'est complètement dingue, à chaque fois que tu rentres, tu nous racontes pas ce que tu fais, t'as besoin de savoir ce que nous on a fait, alors que c'est des trucs basiques, enfin elles sont en stage et tout, tu vois. Donc c'est vrai que c'est pas une conversation que moi j'ai dictée, ou j'ai dit s'il vous plaît, enfin oui, c'est vrai, je leur ai dit si je change et tout, voilà, dites-le moi, j'ai besoin qu'on soit honnêtes l'une envers l'autre. Mais et puis parfois aussi, moi je vais leur dire en vrai les gars, ça fait 2 semaines je parle que de mon album, s'il vous plaît quand je rentre on parle pas de ça, genre j'ai vraiment envie de parler d'autres choses, de me changer les idées aussi, hein, finalement c'est. Mais et tu sais quoi, je pense que c'est pareil pour tout le monde dans n'importe quel boulot. Complètement. T'as pas envie, il y a des gens peut-être qui ont un boulot atypique, on leur pose toujours la même question. Bah, toi, c'est un peu pareil. Et puis en plus, comme les interviews, tu parles beaucoup. Ouais. Il y a peut-être ce truc aussi où à la fin de la journée, j'ai plus envie de parler de ce que j'ai dit toute la journée. Et t'as plus envie de parler tout court, non? Enfin, je sais pas. Est-ce que t'as encore envie de discuter? Ouais, j'ai envie de parler, mais pas de répéter encore ce que j'ai fait, ce que j'ai dit et tout. Et c'est un truc que j'ai dû faire comprendre à ma mère aussi, parce que ma mère, forcément, trop curieuse de tout ce qui se passait. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, maman, c'est comme si moi, je te parlais de ton travail tous les jours, dès que tu rentrais. Elle est prof, tu vois. C'est comme si je lui ai dit, c'est comme si je te demandais comment ça a été avec tel élève, qu'est-ce que t'as fait comme exercice aujourd'hui. Et j'ai dit, mais tu te rends compte, enfin, vraiment, pour essayer de leur faire comprendre à quel point, parfois, c'est... mais je pense que c'est aussi d'autant plus dur quand ton métier, déjà, c'est un métier quand même très atypique. Il n'y a pas de formation, enfin tu vois, là au jour le jour tu apprends. Comme tu me disais tout à l'heure, bah, pendant toute cette année, j'ai appris à répondre à des interviews. Il n'y a pas formation, devenir une star, enfin ça n'existe pas. Bah, tu peux faire du média training, mais bon. Du média training, on te dit bon ok, on t'oriente un peu, peut-être pour t'aider à bien t'exprimer.
Mais en tout cas, le vivre, c'est un truc très profond, quoi. Mais complètement, oui. Et puis, je pense que ta maman, elle veut aussi te protéger un petit peu. Oui, et donc essayer de comprendre. Et pour comprendre, il faut qu'elle me pose beaucoup de questions. Et parfois, j'avoue, je suis un peu... Quel regard ont tes proches sur ton métier, sur ce que tu fais? Parce que, tu vois, là, on voit beaucoup tous les chiffres, meilleures ventes. À chaque fois, je vois tu fais des petites stories en disant merci, mais est-ce que même toi, tu arrives à conscientiser ce que ça veut dire, ce que ça représente? Ouais, complètement. C'est un peu là ma plus grosse frustration, entre guillemets, parce que autour de moi, les gens dans le métier, donc mon équipe, le label, etc., ils sont en mode est-ce que tu sais à quel point c'est dingue? Et je leur dis comment voulez-vous que je sache, comment voulez-vous que je comprenne et que je sois consciente de tout ça alors que j'ai aucun recul, que j'ai aucun exemple, que c'est mon premier album, premier projet. Donc, je pense que je me rendrai compte le jour où ça fera pas ces chiffres-là, en me disant peut-être, oh waouh, en fait, c'est vrai que c'était fou, mais j'ai pas de recul là, j'ai pas conscience. Et c'est vrai que en plus, c'est des chiffres et c'est dur de comprendre ce que veut dire un chiffre en soi. Et mes parents sont un petit peu dans la même dynamique que moi. Ils ont eu peur au début parce qu'ils se sont dit, ok, est-ce qu'elle va savoir vivre de ça? Est-ce que elle doit continuer ses études ou pas? Nous, on comprend rien, on connaît pas ce milieu, on connaît pas ce métier, on connaît rien parce qu'il y a le métier de artiste, mais il y a autour de moi une chef de projet, un directeur marketing, une attachée de presse. Enfin, tous ces métiers-là aussi, ils les connaissent pas. Enfin, il y a tellement de métiers différents dans un seul aussi, que ça a été compliqué à comprendre pour eux. Et puis, vraiment, je pense que mon équipe, là, pour le coup, a été vraiment adorable. Je me souviens de ma maison d'édition qui avait fait tout un PowerPoint pour ma mère, pour expliquer ce qu'était une maison d'édition à ma mère. C'était trop mignon. Et ouais, ils ont été adorables. Ils ont beaucoup parlé avec eux. Ils se sont rencontrés. À Bercy, notamment, l'année passée, sur la Starac, mes parents ont rencontré presque toute mon équipe et tout ça faisait à chaque fois ils se sont toujours dit, ok, en fait, elle est bien entourée, ces gens ont l'air sympas, on comprend un peu plus ce qui se passe autour d'elle et donc, il y a un moment où il faut lui faire confiance et faire confiance à ces gens-là, même si on les connaît pas, parce que nous, de toute façon, on n'a aucun pouvoir et aucun contrôle sur ça, vu qu'on connaît pas. Oui, puis il y a ce truc aussi, je pense, pour les parents tu sais peut-être ce qu'ils projettent de l'industrie musicale, du milieu artistique, ou ça peut faire peur. Tu peux dire, mais que va-t-on faire de ma fille? Est-ce qu'elle va tomber dans des dérives? Ouais, évidemment. Mais oui, c'est des clichés, c'est des stéréotypes que quand on est trop loin de ce monde-là, forcément, on pense au pire aussi. Mais ils ont confiance en moi. Et t'es bien entourée parce que ton frère et ta belle-sœur et ta manageuse, c'est ça? Ouais. Et ton frère s'est aussi occupé de toute la com, le marketing aussi, non? Ouais, mon frère, il a sa boîte de publicité à Bruxelles. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Et il m'a tout de suite aidée dès la sortie d'Aimer pour de vrai, de mon premier single. Il a voulu créer un visuel, m'aider à faire des petits easter eggs et tout, des petits trucs sympas pour créer une identité assez rapidement en sortie de Starac. Et depuis, il est avec moi. Il travaille littéralement avec moi sur. Je sais pas si c'est de la com. Je dirais plus que c'est de la DA plus visuelle et puisque ça va au-delà de la com, il y a eu les pop-up. Pour chaque son, il y a une petite vidéo, un truc. Non, mais parce qu'en fait là, tu me dis des petits easter eggs. Et les easter eggs, sont des indices en fait. Finalement. C'est ça. Je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo te suivent aussi sur les réseaux, mais je vous mettrai dans la description plein d'exemples de posts Insta que t'as fait avec des tonnes d'indices. Là, je repense à Mélatonine, avec les petites notifs qui pop. Donc, on voit comme un message de ton frère qui dit bonne chance pour demain. C'est posté la veille de Bercy. Là, les gens sur les réseaux, il va faire Bercy. Ensuite, on a une petite notif YouTube. Est-ce que bientôt tu seras dans une vidéo YouTube? J'espère. On espère, ok. Est-ce que il y a des Easter eggs que les gens n'ont pas vus? Non. Justement, les gens ont tout trouvé et ils ont trop trouvé. Ah, j'allais te demander ça. Est-ce qu'à l'inverse, ils ont trop trouvé? Parce que là, j'ai vu l'autre fois, tu fais une cover, une reprise d'un truc. Derrière, on voit 3 couleurs. Les gens disent, ok, c'est le drapeau par rapport à tel son. Ouais. Non, ils abusent parfois.
Non, mais c'est vrai que pour le coup, c'est assez rare d'avoir des artistes, mais je pense que ça fait aussi beaucoup partie de cette nouvelle génération qui se servent des réseaux sociaux pour aussi mettre en place toute leur DA. Et c'est ce qui fait vraiment ta singularité aujourd'hui, quoi. Mais on s'amuse beaucoup, du coup, c'est trop cool de toujours trouver le petit truc qui fera un peu vriller. Non, mais attends, pour le truc mélatonine, j'y repense parce que vraiment, chaque lettre, non, mais elle l'a écrit comme ça. Donc, si on additionne les lettres, je me dis, waouh! Ou en mode, il y a 3 fautes d'orthographe, donc ça veut dire que c'est un mot en 3 lettres. Oula! Non, c'est juste qu'en fait, finalement, on n'avait pas fait tellement attention en écrivant le message. Et t'avais hésité à bosser en famille, parce que tu me dis que ça s'est fait assez naturellement avec ton frère. Mais est-ce que c'était quelque chose auquel t'avais pensé en rentrant ou même en sortant de la Starac, en disant je le mettrai peut-être sur mes projets Non, moi j'avoue que mon frère, avant de rentrer à la Starac, je sais pas s'il sera ok que je le dise, mais il voulait être très éloigné de tout ça. Il a sa boîte, il voulait pas que ça ait un impact, que la Starac ait un impact et tout. Je sais pas, il avait peur. Et c'est ok. Enfin voilà, je peux comprendre. Et donc c'est pour ça que j'en ai jamais trop parlé, qu'en sortant de la Starac, je lui ai rien demandé parce que on en avait un peu discuté. Il voulait être un peu loin de tout ça. Et puis c'est lui qui est venu à moi en me disant mais en fait je vais t'aider. Enfin là t'es toute seule. Genre il faut que ce soit bien fait, et pour que ce soit bien fait, il faut que je sois là. Et il a dû voir qu'en plus, il y avait un potentiel, là. Ouais. Un truc à faire. Je pense que ça a été vraiment de la protection je veux que ma sœur, elle soit bien, et que ce qu'elle fasse, ce soit correct et tout, parce que il s'est passé tellement de choses. Enfin, la Starac, c'était un peu, quand je suis sortie, je savais pas trop où donner de la tête, et c'est vrai que j'avais besoin d'aide. Et donc non, je l'avais pas du tout envisagé. Et c'est lui qui est venu à moi, comme ma belle-sœur est venue à moi. Ça s'est fait hyper naturellement. Ça s'est fait vraiment parce qu'on a voulu m'aider. Parce que ils se sont tous dit, la petite là, elle a 21 ans, elle sort de ça, il faut qu'on l'aide. Et comment vous scindez vie pro, vie perso? Parce que de fait, vous êtes beaucoup ensemble. Est-ce que vous arrivez encore à avoir des moments où là, on n'est plus en train de parler à Elena, la chanteuse, mais c'est juste Elé, au repas de famille, chez ta mère le dimanche. Ouais, complètement. Vous organisez des moments comme ça? Non, on s'organise pas, c'est juste que j'avoue qu'on essaye d'éviter de parler de ça tout le temps, parce que de nouveau, tu vois, quand on rentre et qu'on est dans des repas de famille, on n'a pas envie d'en parler, parce qu'on en a parlé toute la journée. Donc, à part, oui, Aïma, ma belle-sœur manageuse, elle va, si elle a besoin d'une réponse en urgence, c'est que je suis à côté d'elle, voilà. Mais sinon, non, parce que déjà, mes parents, ils comprennent rien, ça les énerve, parce qu'ils savent pas de qui on parle vite, enfin, tu vois, et du coup, vu qu'ils veulent toujours tout comprendre aussi, si on commence à parler de ça, ça va les énerver, parce qu'ils vont dire mais on comprend rien. Donc on va éviter. Et je sais pas, ouais, ça se fait assez naturellement. Et je pense aujourd'hui que j'ai jamais été aussi proche de mon frère et de ma belle-sœur, grâce au fait qu'on travaille ensemble. On est encore plus soudés qu'avant. Et t'avais conscience que ça pouvait peut-être modifier aussi ta relation avec ton frère? Oui, avec mon frère et avec ma belle-sœur, c'est vrai que ça fait peur. Il y a un peu 2 écoles. Tu vois, il y a plein d'artistes qui sont venus me dire « J'ai appris que tu travailles avec ton frère et ta belle-sœur, c'est génial, il y a rien de mieux que la famille. » Et il y en a d'autres qui vont être en mode « C'est hyper risqué. » Et c'est un parti pris à prendre, qui aujourd'hui, pour l'instant, ça se passe vraiment super bien, j'ai rien à dire. Et je pense que du coup, il y a une confiance qui est installée depuis des années, donc on ose se dire les choses. Et c'est le plus important, en fait, c'est juste de savoir s'exprimer, discuter quand il faut, si jamais il y a des désaccords. Et si on garde cette dynamique-là, je pense que ça ira. Mais c'est vrai que ça peut faire peur, surtout quand on nous le dit autour de nous. Et en même temps, on nous dit mais faites attention à qui vous entourez, parce qu'on est dans un monde un peu de requins où c'est compliqué. Ça peut vraiment faire des mauvais choix, ça peut ruiner une carrière. Et donc, je me suis dit, pour moi, ça paraît évident. Ils sont là, ils m'aiment, ils me connaissent par cœur. Moi, je les aime. Je vois pas comment je pourrais être mieux entourée que par ma famille.
Oui, puis c'est pas parce que pour un tel ça s'est mal passé que pour toi ça se passera mal, parce que chacun a son histoire, chacun a ses relations familiales. Eux, ils ont un impact aussi dans l'album, plus la partie les sons que tu choisis. Tu leur as partagé tout le process de création de l'album à ton frère et ta belle-sœur? Ouais, on a un groupe à 3 où à chaque fois que je terminais une chanson, je leur envoyais. C'était assez frustrant. Parfois, quand on avait bossé sur une chanson pendant genre 5 heures et que je leur envoyais, et que j'étais trop fière et que j'entendais genre, et que je recevais juste un ouais, pas mal. Oh, waouh. Ou genre, ouais, j'aime pas trop ce passage-là. Ou, tu dirais pas plutôt ça ou plutôt ci. Je suis en mode, ok, je sais que vous êtes fort dans certains domaines, mais celui-là, vous le connaissez moins que moi. Donc, à mes yeux, vous n'avez rien à dire. Mais j'ai du mal avec la critique. Mais attends, mais c'est hyper intéressant ça quand même. Donc là, t'arrives à te dire que si ton frère ou ta belle-sœur te dit est-ce que tu ferais pas autre chose, à suivre ce que toi tu pensais être bon dès le début? Mais je prends toujours du recul et j'y repense plus tard et je suis ouverte à ce qu'ils peuvent me dire. Mais c'est vrai que parfois, quand je suis convaincue de quelque chose, je vais suivre mon instinct à moi. Oui, puis il y a aussi ta communauté peut-être qui t'aide, enfin tous les gens qui te suivent, parce que t'écris quand même sur des choses qui te sont arrivées à toi. Donc c'est vrai que peut-être que tu vas choisir ce terme-là qui rime un petit peu moins après, mais c'est parce que c'est ce que t'as ressenti au plus profond de toi, quoi. Ouais, complètement. En vrai, mes chansons, c'est à moi, tu vois. C'est moi qui passe des heures avec Vincha à trouver les bons mots et effectivement, ce sont mes histoires, ça m'appartient. Donc, le reste, c'est les goûts et les couleurs, tu vois. Mais d'ailleurs, ça, c'est une question que je me posais. Comment on fait quand, dans ton album, c'est ce que tu dis, c'est tes histoires, ce qui t'appartient, pour rendre cette musique universelle? Parce qu'il faut aussi qu'elle résonne dans la tête d'autres gens. Tu vois, quand j'écoute, par exemple, moi, mon préféré de l'album, c'est Mélatonine. Quand je l'écoute, je me dis, ça pourrait être moi. Tu vois, quand je l'ai dans les oreilles, j'ai l'impression que ma vie est un clip, les images déroulent, tu vois. Comment tu fais justement ça? Alors qu'on n'a certainement pas le même ressenti. Quand toi, t'as écrit Mélatonine, t'avais des choses très précises dans la tête. Donc comment tu fais pour que ce soit universel et que la plupart des gens puissent s'identifier à ça? C'est une très bonne question. Après, peut-être que c'est une question qui finalement n'a pas tant de réponse, hein, c'est possible aussi. Non, mais en fait, je pense, parce que c'est vrai qu'on me l'a déjà posé en soi, et j'ai conscience, quand je parle de ces épisodes, de ce que j'ai pu vivre et tout, que ça reste des thèmes qui sont universels. Et en fait, je crois que la seule bonne réponse, c'est juste parce que genre j'ai 22 ans, que je suis une fille comme les autres, que finalement toutes ces thématiques-là, elles sont universelles, tout le monde peut les vivre, mais chacun a son histoire. Et moi, je rajoute des détails de ma vie à moi, mais en soi, le thème, dans sa globalité, ça reste un truc que pratiquement tout le monde peut vivre. Enfin, tu vois, en soi, je parle d'amour, je parle de deuil, c'est hyper général. C'est juste que en rajoutant mes détails de ma vie privée à moi, ça fait que ça fait mes chansons. Mais sinon, je pense aussi que c'est le choix du thème qui est trop général. Aussi, c'est très dur d'écrire sur des chansons avec un thème très précis. Parce qu'une chanson, c'est long. Et si tu dois écrire une chanson en entier sur un thème qui est trop précis, en fait, tu t'es un peu à sec, je crois, aussi, dans tes idées. Oui, je pense. Alors, je t'avoue, j'écris pas tant de chansons, mais effectivement, je suppose. Et puis, c'est quand même des choses hyper intimes aussi. Qu'est-ce que tu juges, par exemple, trop intime pour être en chanson? Est-ce qu'il y a des thèmes que t'aimerais aborder, mais peut-être pas encore parce que t'es pas prête encore à te livrer autant? Je me suis pas mal livrée, hein. Mais oui, tu t'es bien livrée sur cet album, quand même. Mais ouais, il y a un thème que j'aborderai jamais, je pense. Non, je peux pas dire jamais, parce qu'on peut jamais dire jamais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils ont vu la tracklist sur Adieu mon amour, qui ont cru que c'était une chanson qui parlait du décès de mon frère. Ok. Et ça, c'est un truc, genre, je savais dès le départ que j'en parlerais pas, parce que écrire une chanson, c'est bien, mais après l'assumer pendant plusieurs années, la chanter sur scène, c'est aussi un cap. C'est ce que je dis dans la vidéo de présentation de l'album, c'est toutes ces questions-là de est-ce que je vais assumer ces chansons, est-ce que je les aimerais encore dans 10 ans, et il y a des thématiques comme ça que je me sens pas capable de chanter, surtout.
Genre, je pourrais peut-être l'écrire, mais je le garde pour moi. Je le chante pas pendant des années ou sur toute la tournée. Parce que soit c'est trop frais, soit c'est trop deep et c'est pas ce que j'ai envie de donner. Et c'est pas quelque chose qui va me faire du bien aussi. Parce que la base et le but de pourquoi j'écris des chansons, c'est me faire du bien, mettre des mots sur mes émotions, sur ce que j'ai envie d'extérioriser. Mais il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi. Et puis des trucs aussi peut-être qui font appel à... qui implique d'autres gens. Là, en l'occurrence, ça implique ta famille et tout. T'as pas forcément envie que... Déjà, bonne maman, c'est compliqué. Genre, mon père n'arrive pas à l'écouter. Enfin, tu vois, malgré que j'ai essayé que ce soit une chanson plutôt nostalgique et pas trop deep, etc., mon père n'arrive pas à l'entendre. Donc, je me dis, j'ai pas envie de faire du mal aux gens aussi qui l'écoutent. J'ai pas envie de faire du mal aux gens. Oui, je comprends. Donc ça, bon, voilà. Voilà. Et les chansons qui sont au cimetière des chansons, parce que j'ai regardé quelques interviews que t'as faites. D'ailleurs, je vous mettrai dans la barre d'infos, si ça vous intéresse, une interview que t'as fait qui est sortie pour moi il y a quelques jours sur la chaîne de Popsley, donc de Guillaume, qui est super intéressante parce que lui, il est vraiment spécialisé musique, et donc vous avez repris chaque titre et vous l'avez analysé, et donc je trouvais que c'était très pertinent. Donc vraiment, en complément de cette interview, je vous la mets, allez voir. Ils vont se taper 2 heures. Mais ils vont être ravis. Mais tu sais, comme je suis persuadée que les gens là qui arrivent là, ils l'ont déjà regardé 3 fois, l'interview de Guillaume, pour analyser chaque mot que t'as dit et trouver des nouveaux petits indices, c'est sûr. Et dans, je sais plus si c'est dans celle-là ou dans une autre, tu avais dit que il y avait des morceaux qui étaient partis au cimetière des morceaux et donc qui ne sont pas sur l'album. Est-ce qu'ils sont au cimetière et c'est finito pipo, ou est-ce que ils pourront ressusciter un jour? Bonne question. On en a parlé il y a pas longtemps avec Vincha, justement, en se disant, ils étaient quand même bien, les textes étaient bien. Je pense que tout le reste n'était pas bien. Attends, mais qu'est-ce qui a fait, en fait, finalement, qu'ils sont partis de l'album? Moi, je sais pas, genre, j'aimais pas les écouter. J'aimais pas. J'aimais pas le refrain, j'aimais pas la top line, j'aimais pas trop simple, elles allaient pas avec les autres, je sais pas pourquoi. Alors que les thématiques sont trop cool, franchement. Je te dis un peu c'est quoi. Je veux bien. J'avoue, je n'osais pas te le demander, mais je veux bien. Si tu proposes. Je sais pas si je le dis ou pas, parce qu'après, j'ai pas envie que les gens soient en mode « Ah, sors là !» et que je la sorte jamais, tu vois. Mais tu peux dire les thématiques, parce que peut-être qu'un jour, t'écriras une autre chanson, mais sur ces thématiques. Ouais, c'est vrai. Tu vois? En tout cas, les thématiques qui t'intéressaient dans cet album. En plus, c'est vrai que il y a une chanson qui parle de la nostalgie, du sentiment de la nostalgie, et qui était trop important pour moi parce que je suis quelqu'un de très nostalgique, je suis je peux être très triste avant même d'avoir vécu un événement parce que je suis déjà nostalgique de ce qui va se passer et tout. Enfin, je vis un peu dans le passé, ça racontait un petit peu justement ce sentiment-là. Et j'avais envie que quand on écoute la chanson, on se sente nostalgique et que ça nous ramène à plein de souvenirs. Et voilà, mais ça a été très dur de l'écrire et je pense que c'est pour ça que ça a coincé quelque part parce que peut-être j'étais pas certaine de ce que je voulais là-dedans. Et l'autre, c'est une chanson qui parle de la perte d'un ami, mais qui n'est pas décédé, qui est juste parti de notre vie, un peu sans raison. Voilà, parce que ça arrive à beaucoup de personnes de perdre des amis. Et en vrai, tout le monde, je pense. Parce qu'on grandit, on évolue, donc forcément, nos centres d'intérêt évoluent. Peut-être qu'on déménage, peut-être que... il y a plein de raisons. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des titres que t'as hésité à mettre et au dernier moment, tu t'es dit, allez, il part sur l'album? Ah. Non. Non, direct, tu savais? Ouais, je crois que la seule pour laquelle j'aurais pu hésiter, c'est Tout a changé, rien n'a changé. Parce que c'est la toute première qu'on a écrite, qui me paraissait très loin, peut-être pas en full adéquation avec les nouvelles chansons qui ont été créées par la suite. Et ouais, je me disais, est-ce qu'on sort pas un petit peu de l'album avec cette chanson, parce que en fait, et je pense que c'est juste que j'avais une vision de cette chanson qui était un petit peu faussée, parce que moi j'avais l'impression que c'était l'ancienne Elena qui l'avait écrite. Enfin, en mode celle qui venait de découvrir un petit peu. J'étais en sortie de Starac, c'était en plein pendant la tournée, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tellement évolué rapidement que celle-là, du coup, elle me paraissait trop lointaine. Mais en même temps, il y a des gens qui écrivent des chansons un jour et qui la sortent 3 ans plus tard, donc c'est un peu le jeu aussi. Et puis, j'aimais bien le texte quand même. Alors là, c'est vraiment une question de personne qui n'y connaît rien. Okay. Mais dans les interviews, parfois, tu dis... celle-là, on l'a écrit hyper rapidement. Celle-là, on a mis beaucoup plus de temps. Ouais. Est-ce que tu peux me donner une idée de la temporalité? Ah. Quand tu dis on l'a écrit hyper rapidement, c'est quoi?
Ça veut dire quoi? En une journée, en une semaine Ah non, hyper rapidement, ça peut être 45 minutes. Ça peut être 10 minutes. Je trouve ça fou. J'abuse avec 10 minutes. Mais franchement, mais je pense à une chanson, justement, qui est au cimetière des chansons. Peut-être qu'on aurait dû mettre un peu plus de temps pour l'écrire. mais ouais, en 20 minutes, c'était plié. Oui, donc tu peux écrire un album quand même rapidement si t'es hyper inspiré. Si Après, attention, parce qu'on peut l'écrire rapidement. Après, la top line, elle peut prendre plus de temps à arriver, ou alors on va en faire une puis on va la modifier parce qu'on n'aime pas trop. La prod, la réal, enfin après tout prend du temps si on veut que ce soit parfait. Mais c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont quand même assez évidentes. Mauvais garçon, elle a été très rapide. Ah ouais. Pourtant, ça te change un peu. Quand elle est sortie, je me souviens, tout le monde s'est dit waouh. Ouais. Là, il y a ça twist parce qu'on avait Summer Body juste avant. Ouais. Donc là, c'était totalement différent. Ouais. Un autre. Mais à écrire, c'était trop rapide, ça. Enfin, vraiment, j'ai pioché dans mes SMS. J'étais vénère. Vincha, il était là en mode putain, mais c'est pas possible d'avoir vécu ça à ton âge et tout. On était vénères tous les deux. J'étais un peu. Ouais, c'est un truc qui avait besoin d'être extériorisé depuis pas mal d'années. Ouais, fallait que ça sorte, quoi. Ouais, fallait que ça sorte, et du coup, c'est sorti vite. Et après, on a fait une maquette avec Vincha. Ça me fait rire parce que, justement, dans l'interview que t'as citée de Popsley, je dis que la maquette de Mauvais Garçon est horrible. Ouais. Parce que c'est une maquette. Et que souvent, les maquettes, surtout sur une chanson qui est autant prodée que Mauvais Garçon, si elle est pas parfaitement bien réalisée, bah c'est affreux, quoi. Enfin, parce qu'il y a plein d'effets de son, c'est ça? Oui, parce que genre par exemple, si t'as une maquette d'une balade, après la version finale, elle se rapprochera quand même vachement de la maquette. Il y a pas un gap entre la maquette et la version finale, donc on peut se projeter. Mais sur Mauvais Garçon, sur la maquette, il faut se projeter et c'est pour ça que je dis qu'elle est affreuse. Et Vincha, il y a 2 jours, il m'a envoyé un screen en mode comment ça, la maquette est affreuse? T'es sérieuse? C'est pas cool et tout. Enfin voilà, c'est pour ça que je rigolais, mais donc ouais, après Mauvais Garçon qui a été écrite rapidement, la prod elle a mis beaucoup de temps. Vraiment on se rend pas compte, mais sur Mauvais Garçon, on a doublé, je sais pas, enfin il y a des voix doublées sur chaque couplet où je chuchote, où je dis que la fin des mots pour avoir justement cet effet un petit peu genre ovniesque. Ah oui, que Mauvais Garçon. Ok, je vois ce que tu veux dire. Il y a un petit son qui est pas clair entre guillemets, enfin, dans le sens positif du terme. Dans les voix, donc il y a la lead, la voix principale, et derrière, il y a des tonnes de voix qui ont été doublées, où je chante la même chose, mais je vais le faire en chuchotant, je vais faire à l'octave du dessus, à l'octave du dessous, où je vais alors faire à chaque fois la fin de chaque mot. Et tout ça aussi, c'est un travail après qui prend du temps, du coup. Ouais, quand tu sors ton album comme ça, que tu réfléchis à tout ce qui a été fait, tous les thèmes que tu as abordés. T'as parlé dans plusieurs interviews que ta maman n'avait pas écouté, pas comme ton frère et ta belle-sœur au fur et à mesure, mais juste à la fin. Pourquoi est-ce que tu lui as fait écouter tout à la fin et pas au fur et à mesure? Je lui ai fait écouter tout à la fin parce que on se voyait pas beaucoup et parce que c'est elle aussi. En fait, je lui faisais presque pas du tout, jamais écouter les chansons. Et donc, un jour, elle me déposait à la gare et elle m'a dit « Tu me ferais pas écouter ton album quand même ?» Et c'était une période où l'album était terminé, où j'avais tous les masters dans mon téléphone. Et donc, moi, j'aimais bien l'écouter à ce moment-là pour être sûre que tout était OK. Et donc, j'ai dit « Bah oui, évidemment, avec grand plaisir. Ça me fera, moi, l'écouter en entier. Et toi, ça te fera découvrir les chansons. » Et en fait, c'était juste parce qu'on se voyait pas et parce que... Ah oui, il y avait pas de raison particulière, non. C'est ce que je me suis demandé. Non, il y avait pas de raison, c'est juste, on se voyait pas beaucoup et pas... Puis quand on se voyait, genre, j'allais pas mettre une enceinte au milieu de la table et dire, allez. C'est parti, DJ Léna ce soir. Ouais, non, moi, j'adore faire écouter des chansons dans la voiture. J'adore écouter un album dans la voiture. Je trouve que c'est le meilleur endroit pour... écouter des chansons. Putain, une petite acoustique, tu sais, comme ça dans un endroit fermé. Ou dans le train avec tes AirPods en réduction de bruit aussi, c'est pas mal. Et ça a donné lieu à des discussions, tu as parlé de ça, effectivement, des discussions avec ta maman, sur les sons comme par exemple Boule au ventre, Mélatonine. Est-ce qu'il y a eu d'autres discussions qui ont été amenées à travers cet album? Tu veux dire, genre, ouais, ça a engagé des discussions, ouais. Et des débats, quoi. Peut-être que t'avais jamais eu des choses que t'as jamais osé dire, mais t'as été capable de les mettre en chanson et de les livrer à
des millions de personnes. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être pas de les dire dans un cercle très fermé. Boule au ventre. Boule au ventre, c'est un truc que j'ai pas trop assumé devant mes proches et ma famille. Pourquoi ? Je sais pas. J'avais pas envie qu'ils... En fait, à mes yeux, j'ai pas le droit d'être triste ou d'être pas bien. Parce que aux yeux de mes amis, de ma famille, quand je suis pas là, c'est que je suis à Paris. Tu vois, je fais des interviews, je vais au resto l'après-midi, le soir. Ma vie, elle est cool. Ta vie, attends. En fait, la vie de Hélé, qui est dans son costume d'Hélé, parce que bien sûr, c'est toi. Oui. Mais c'est Hélé et Elena. Et tu vois, c'est pas drôle, mais ce que tu dis, ça fait référence à... J'ai regardé une interview de Pierre Ninet dans Click chez Mouloud Achour. Et il disait justement ça, il disait c'est compliqué pour moi de dire que je suis triste, parce qu'aux yeux des gens, je ne peux pas être triste. Alors, bien sûr, l'idée, c'est pas, tu vois, de dire ouin Pierre Ninet, mais c'est comment tu en parles à tes proches. Et il disait, à force, on dit plus rien, parce qu'en fait, on sait pas comment exprimer sa tristesse, parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Mais en même temps, je sais que j'ai le droit de me plaindre, tu vois, mais c'est moi qui me mets cette barrière-là de... Pourquoi j'irais me plaindre alors que mon père, il s'est levé tous les matins à 8h et il a travaillé jusqu'à 21h toute sa vie. Là, mes copines, elles se plaignent jamais d'être fatiguées alors qu'elles sont en stage et qu'à 6h30, elles sont parties. Et que moi, je me réveille à 10h. Tu vois, il y a aussi cette notion de fatigue aussi que j'ose pas assumer devant mes proches et mes amis. Il y a aussi cette notion de, voilà, ma vie, elle a l'air d'être cool et elle l'est. Mais c'est vrai que j'ose pas m'en plaindre. Et parce que j'ai pas besoin j'ai juste besoin qu'on me comprenne. J'ai pas besoin qu'on ressente de l'empathie pour moi ou quoi. Enfin voilà, il y a des hauts et des bas dans n'importe quelle carrière, dans n'importe quelle vie. C'est ok de pas être tous les jours heureuse. Et c'est vrai que genre la notion aussi de l'anxiété, de l'angoisse, ça je l'ai un peu caché parce que souvent ça m'arrivait seule aussi et que j'avais pas envie d'en parler spécialement. Mais souvent quand ça va pas trop, je prends mon cas, tu vas me dire c'est pareil pour toi, mais tu peux le dire après, mais pendant t'as un peu envie de manger ton truc tout seul et de pas forcément parler, t'as envie de te renfermer, tu sais que ça va passer et on en parle après quoi. Ouais, complètement. Mais moi je suis vraiment du genre à me renfermer complètement quand je vais pas bien. Et je vais plus parler à personne et je vais un petit peu devenir fantôme. Mais ça a commencé avant Starac. Est-ce que les crises d'angoisse, parce que c'est ça dont tu parles, tu en avais avant la notoriété ou c'est arrivé au moment où tu as commencé à connaître tout ce monde-là? J'en ai eu une avant la Starac à cause de Mauvais Garçon, il y a très longtemps, où ma mère, elle m'a vue ne plus savoir respirer, elle comprenait pas ce qui se passait, j'étais dans son lit et genre vraiment j'étais... Et ça a été... Mais j'avais pas spécialement compris, je pense à ce moment-là que c'était une crise d'angoisse. Et sinon, ouais, c'est arrivé vraiment, vraiment plus tard, après à la Starac et tout, et en même temps c'est compliqué à exprimer parce que la première fois que ça m'est arrivé, c'était à cause du public. Parce que je me souviendrai toute ma vie d'une promo en été où je suis sortie de mes balances. C'était genre dans un lieu public et tout, il y avait pas trop de sécu et tout. Et où genre je me suis sentie envahie. Genre je suis rentrée dans une voiture et la voiture était... il y avait des gens tout autour qui tapaient sur la vitre et tout, qui hurlaient et qui disaient genre ça fait depuis 9 heures qu'on attend, allez Elena, sors de la voiture, une photo et tout. Et en fait, genre là, je me suis pris un truc de waouh, genre c'est pas du tout humain ce qui est en train de se passer là. Et dans la voiture, j'étais avec des gens que je connaissais pas. Et du coup, j'étais vraiment genre, tu sais, cette sensation où genre t'as envie que de pleurer, mais tu te retiens à mort. Du coup, t'arrives pas à respirer parce que tu te retiens d'extérioriser aussi genre tes larmes, etc. Et genre, ça a été dur d'assumer que genre ma crise d'angoisse, elle a été créée à cause des gens qui me soutiennent aussi. Il y a un truc de fou, je pense quelque chose
j'ai l'impression avec les célébrités, parfois peuvent être un peu déshumanisées, parce que les gens, tu vois, ont tellement envie d'avoir un moment avec la personne qu'ils se disent que si c'est pas maintenant, ce sera peut-être plus jamais. Et les comportements de groupe comme ça, dans ces cas-là, font que tout est légitimé, parce que si un se permet ce comportement-là, il y en a un autre qui va parler plus fort et... C'est une question de... Enfin, c'est tout un engrenage. Il y en a une qui le fait, donc tout le monde va venir. Est-ce qu'il y a des petits mécanismes que tu mets en place pour quand tu sens que tu as une montée d'anxiété un truc, tu vois, un truc, je sais pas, un truc doudou Ouais, j'essaie de calmer ma respiration, de respirer. J'hésite pas à pleurer, en vrai. Genre, moi, c'est comme ça que je sens que ça me fait du bien. C'est genre vraiment genre crise de larmes. Mais au moins, c'est sorti, tu vois. Et c'est ce que je dis dans la chanson. Je dis aussi que j'ai besoin de bras dans lesquels je peux... Genre, c'est pose ta main sur moi et laisse-moi pleurer dans tes bras. Genre de sentir autour de moi que les gens sont au courant, que les gens peuvent se rendre compte que parfois, genre, c'est dur ce que je viens de vivre et que là, j'ai besoin de pleurer. Et si je pleure pas ou si je respire pas, ça va trop monter et ça va moins bien se passer. Donc conscientiser et faire comprendre aux gens que ça peut m'arriver, que ça veut pas dire que je vais pas bien, c'est juste genre un moment voilà où il faut être là pour moi, comme moi je peux être là pour mes copines ou ma famille, voilà, tu vois. Mais oui, en fait juste être bien entourée. Hein. Et entre artistes, vous en parlez de ça? Quand j'ai reçu Laure Stilto il y a pas longtemps, et on a beaucoup parlé de toute cette nouvelle génération dont elle fait partie, dont tu fais partie, Pierre, Alyosha, tu vois, toutes ces nouvelles personnes. Elle me disait qu'il y avait une vraie alors, elle a dit sororité parce que on parlait des victoires, donc elle me parlait des gens avec qui elle était nommée. Mais oui, fraternité, sororité entre toute cette nouvelle génération. Elle me dit, alors peut-être que je suis un bisounours et je ne me rends pas compte, mais j'ai l'impression que on s'entend tous bien, qu'on se donne tous des conseils et que justement on veut se tirer un peu vers le haut parce qu'on est les petits nouveaux dans l'industrie et que on a envie que tout le monde s'entende bien. Toi, t'as quel rapport justement avec ces gens? Est-ce qu'ils peuvent te donner des conseils? Je suis hyper d'accord avec Laure. Je l'adore. Déjà, genre, on va souvent boire des coups ensemble. Et c'est aussi une réflexion qui est super intéressante parce que Vincha, récemment, je lui ai envoyé une photo où je buvais un verre avec Marguerite, Laure et moi. Donc Marguerite de la saison 2024-25 Starac. Laure Stilto et moi-même. Donc nous trois, on a travaillé avec Vincha. Genre Marguerite, elle avait studio avec lui le lendemain, et du coup on trouvait ça marrant de lui envoyer cette photo-là à nous trois en disant genre, je crois qu'on m'avait dit genre si Marguerite est un peu fatiguée demain matin, tu sauras pourquoi. Et il était venu m'en parler en disant c'est complètement dingue, Hélé, je sais pas si tu te rends compte que à l'époque ça n'existait pas. Genre 3 artistes qui ont la même cible. Genre Marguerite et toi, vous sortez du même programme. Stilto et moi, on fait la même chose, même si on est des artistes différentes. Mais voilà, le public qui nous soutient et qui nous suit est un petit peu le même. Et ils disent ça, avant, genre ces 3 meufs-là, elles se détesteraient. Mais oui, ce serait... Et elles boiraient pas les coups ensemble. Qui aurait tel plateau, tel truc. Genre vraiment, je trouve ça complètement dingue que ça ait pu exister, justement, cette animosité qui peut se créer entre des artistes qui font la même musique, parce que c'est, je pense comme Laure, c'est tout le contraire aujourd'hui. Peut-être qu'elle a raison quand elle dit que tout le monde n'est peut-être pas comme ça, mais en tout cas, on a réussi à s'entourer de gens qui sont comme nous. Enfin, je veux dire, on est juste des humains aussi, on est jeunes, on a plein de choses à s'apporter. Enfin, voilà, Marguerite, elle m'a demandé d'aller boire un verre, évidemment que je vais lui donner tous les conseils que j'ai à donner, parce qu'elle sort du même programme que moi, que je sais à quel point ça peut être compliqué de vivre tout ça. Et si j'ai ne serait-ce qu'un conseil à lui donner, je lui donne. Laure, elle m'envoie des messages en mode... ouais, trop bien le top 1, meuf, c'est chambé et tout. Enfin, tu vois, c'est quand même cool, quoi, genre, elle a sorti son album une semaine avant moi, on est complètement en concurrence.
Mais en vrai, on est juste trop contentes l'une pour l'autre. Mais tu vois, est-ce que le fait... parce que c'est vrai, t'as raison, on dit concurrence, mais finalement, est-ce que les gens qui vont écouter ta musique, ils ne vont pas écouter celle de l'autre? Pas du tout. Dans une playlist, il y a plusieurs musiques. Mais tu sais que ça, c'est une réflexion aussi qu'on s'est fait beaucoup par rapport aux gens sur les réseaux sociaux. Où parfois certains disaient oui, machin ne donne pas de force, etc. Alors qu'en réalité, quand tu regardes toi ton fil YouTube, tu regardes tes vidéos, bah tu regardes la vidéo d'un tel, et c'est pas parce que tu vas partager en story que t'as bien aimé celle-ci que tous les abonnés de cette personne vont faire ok, et ben on se désabonne et on va s'abonner à telle personne. Non, c'est clair. C'est la même chose en fait. fait. Pour tout le monde. Et tu t'es sentie bien accueillie dans l'industrie plus au global, en sortant d'un show télé, en arrivant et en cassant toute la baraque? Est-ce que oui ou non? Ou t'as senti parfois qu'on te regardait un peu, pas de façon très sympa? Il y a des artistes qui détestent les gens qui sortent de télécrochet. Je les ai jamais rencontrés. Les gens qui sortent de télécrochet. Non, c'est vrai. Vraiment, on vous met dans une Ah oui, complètement. Parce qu'il y a des artistes qui, pour eux, c'est pas le chemin à suivre quand on veut devenir artiste. Voilà, on est vachement médiatisé, etc. Chacun son parcours, chacun son... Voilà. De toute façon, on arrive tous au même endroit. Donc, voilà. Et au début, j'avoue, je me suis un peu sentie... Genre, jamais vraiment légitime, tu vois. C'était un peu genre la petite qui sort de la Starac et tout. Et aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Parce que, ça y est, l'album est sorti. Il est très bien accueilli. Donc là, je sens qu'il y a un gros cap qui est passé, surtout depuis la sortie de l'album. Genre... Avant, je me sentais quand même toujours comme étant la petite qui sort de la Starac. Aujourd'hui, je trouve que c'est différent. Et en même temps, je rencontre tellement de gens bienveillants qui m'envoient des messages alors qu'ils sont pas obligés de le faire. Des artistes qui sont installés depuis très longtemps et qui me disent si t'as besoin de parler et tout, je suis là parce que ça doit pas être évident. C'est quand même très très gentil de leur part. Oui, parce que vous vivez tous globalement la même chose, et ces gens-là sont peut-être passés aussi par les mêmes questionnements ou les mêmes réflexions d'une autre façon, qu'on va leur reprocher d'une façon X ou Y, tu vois, d'être arrivés là où ils sont. Et puis comme il y a la tournée qui arrive, et ça c'est assez fou parce que c'est moins d'un an après la fin de la précédente Starac. Je me suis demandé, comme tu as participé quand même à une tournée sur des grosses scènes, qu'est-ce que tu as appris en do et don't, tu vois, si on peut faire ça, la petite checklist, de ce que tu as appris de bien sur la tournée et ce que tu ne veux surtout pas reproduire, tu vois? Est-ce que tu as briefé tes équipes sur ça? Bonne question. Moi, sur la tournée de la Starac, je sais pas comment j'en suis sortie vivante, parce que je me suis tellement amusée. Genre, c'est-à-dire que tout le monde nous disait « Préserve-toi, va dormir tôt, ne fais pas trop la fête ». Tu faisais la fête après ça? Mais moi, j'étais surexcitée. J'étais en train... Enfin, vraiment, je vivais genre un rêve. J'étais trop contente à chaque concert. J'en sortais. Je dormais pas avant 3-4 heures du matin. Enfin, vraiment, j'ai... Un rythme de vie. Un rythme. Aujourd'hui, je me sens très vieille parce que je pourrais pas le refaire. Genre, vraiment, je crois que j'ai épuisé tout mon stock d'énergie pendant cette tournée. Mais je suis contente de l'avoir faite comme ça. Parce qu'au moins, je me suis amusée. Et sinon... je sais pas, dans des grosses tournées comme ça, on se rend pas compte, mais il y a tellement de gens autour, que ce soit dans les techniciens, les ingés lumière, à la scéno et tout. Il y a rien de plus important dans ces tournées-là que d'être poli avec tous les gens qui bossent avec nous, parce qu'aujourd'hui, je vois le résultat, dans le sens où quand je les recroise, ils sont toujours... « Oh Elena, comment tu vas? C'est trop bien ta tournée, si t'as une petite place pour moi. » Enfin, tu vois. C'est eux qui bossent aussi avec toi, vous êtes ensemble, quoi. Enfin, vous vivez une aventure. C'est une famille, la tournée. Et il faut jamais oublier, nous, tu vois, on était 7 sur scène, donc notre famille, on avait l'impression de la voir entre artistes, mais non, il y a les danseurs, il y a les musiciens, et quand tu te fais une tournée tout seul, t'es plus 7 sur scène, t'es tout seul. Donc si t'as décidé de pas te faire copain avec les musiciens, les techniciens, là, tu te sens vraiment solo. Donc, c'est important de renier aucun métier, d'être toujours poli, gentil avec les gens qui t'entourent et qui font que ces tournées existent.
Donc, en fait, je crois qu'il n'y a pas de don. Il n'y a pas de don, que des doux. Et que des doux. Qu'est-ce que tu fais, toi, sur la tournée? Donc, tu chantes, évidemment, mais en amont, sur la prépa, quel est ton rôle? Est-ce que, par exemple, tu peux choisir les premières parties? Il y aura des premières parties? Ouais. Et ça, c'est J'en toi qui le parlerai fais. bientôt, mais les premières parties, j'ai choisi le pari de... En fait, je t'explique. Je savais pas qui prendre en première partie. Pour moi, une première partie, c'est mettre en avant quelqu'un ou un artiste qu'on aime et qui n'a pas assez de lumière à nos yeux et qui a vraiment envie d'être là. Et donc, j'ai reçu plusieurs messages en DM, genre vraiment des gens au culot qui sont venus me dire meuf, je rêve d'être sur scène, j'aime trop ce que tu fais, j'adorerais être ta première partie. Et moi, j'ai dit ok. Genre, ouais, j'en ai pris plusieurs. Et c'est que des artistes qui sont trop bien, qui font des projets trop cool et qui rêvaient d'être sur scène et qui aimaient ce que je faisais et moi j'aimais ce qu'ils faisaient. Donc j'ai pas vu d'inconvénient à dire bah go. Tu les connaissais avant qu'ils te contactent? De nom. Et il y en a que j'avais déjà rencontrés, etc. en vrai, mais franchement, ça s'est grave fait au culot. Je me suis dit, c'est ce genre d'artistes-là qui ont envie d'être là, qui méritent de faire des premières parties et qui méritent de faire leur tournée, évidemment. Mais si je peux leur donner un petit peu de lumière, je le fais direct. Donc, tu choisis les premières parties, tu choisis les sons que tu vas mettre sur la tournée. Ouais. Évidemment, je pense qu'il y aura plus que l'album. Ouais. Donc, il y aura aussi des petites reprises et tout. Bien sûr. Et quel est ton rôle autre? Est-ce que tu t'occupes aussi de la direction artistique? T'es aidée pour ça? Franchement, je peux tout faire si je veux. Mais il y a certains points dont voilà, j'ai pas assez de notions, je suis pas assez connaisseuse et j'ai besoin d'aide. Et je suis hyper ouverte à ce qu'on m'aide aussi. Genre, j'ai pas le besoin de vraiment me sentir en contrôle sur tout ce que je fais, parce que bah, voilà, parfois il y a meilleur que moi, il y en a qui font ça depuis des années et tout, s'ils peuvent m'aider. Il y a des gens, c'est leur métier. Hein. Voilà, c'est ça. Donc en fait, si j'ai envie de faire ma scéno, si j'ai envie de dire j'ai envie que ce soit comme ci, comme ça, bah, je peux le faire. Après, c'est des discussions qui sont vraiment genre en amont, on discute, et il y a des gens, comme tu te dis, c'est leur métier. Donc j'ai une très bonne équipe qui m'entoure pour justement planifier tout ça. La tracklist, elle est déjà faite depuis longtemps. J'ai bien réfléchi et je pense qu'elle est actée comme ça bougera pas. On verra, si ça se trouve, il y a des trucs qui fonctionneront pas quand on sera en répète, etc. J'ai mes musiciens, mon directeur musical. Est-ce que t'as tes tenues? Non, ça c'est un peu le seul truc que j'ai pas. J'ai des critères. C'est quoi les critères? J'ai pas envie d'avoir chaud. Finalement, c'est un bon critère. Ah non, mais vraiment, sur la tournée de la Starac, ça, c'était un truc genre... T'avais un pantalon? J'avais trop chaud, j'avais des combis. Genre, surtout quand j'étais habillée en noir, j'avais une combi genre de la tête aux pieds, genre jusqu'au bras. Et j'avais trop chaud. Genre là, j'ai envie que ce soit genre joli, fluide et tout, mais que je sois genre bras dégagés. Si j'ose, peut-être, je sais pas, genre une jupe ou un shorty, j'en sais rien, mais j'ai envie d'être à l'aise. Et puis on verra quoi. En vrai, je veux juste pas avoir chaud et j'aimerais bien qu'il y ait un ventilateur comme ça. Genre, je peux être un peu. Un ventilateur. Est-ce que t'auras un truc, tu sais, en avant-scène qui te fait les cheveux? Genre Beyoncé, mais en même temps, moi comme ça, j'ai pas des gouttes qui tombent de mon front. Ah ouais. Parce qu'on se rend pas compte, mais la chaleur sur une scène, avec les lights et tout, c'est un enfer. Ah mais quand on voit les concerts, au bout de 2 chansons, ils sont déjà en nage. Est-ce que t'as des petits rituels avant de monter sur scène? J'adore poser cette question aux artistes. Je me dis, est-ce qu'il y en a, tu sais, qui font des trucs, je sais pas, qui se tapent 3 fois par terre, qui mangent un truc spécifique Mais je suis sûre qu'il y a des gens, tu sais, qui sont un peu... qui ont un petit truc, quoi. Ah ouais? Qui ont des tocs, quoi. Ouais, un peu. Ou si tu le fais pas, ça va mal se passer. Non, j'ai pas ça. T'as pas ça? Moi, franchement, avant de monter sur scène, je bois de l'eau. Souvent, j'ai la bouche très sèche et tout. Et je fais un truc que Clara, de ma saison de la Starac, avait dit de faire, qui fonctionne super bien. Je me mords les joues. Mais pourquoi? Ça crée de la salive dans ta bouche, de te mordre la langue et les joues. Parce que du coup, c'est une réaction genre naturelle et tout, que ton corps fait, parce que tu te mords, donc il envoie de la salive. Et donc, quand t'as la bouche sèche, c'est un petit tips quand même, parce que quand t'as besoin de parler et tout, et que tu sens que t'as la bouche sèche et tout, parce que t'es stressé, mais tu te mords, genre, mais bien, hein.
fort, genre les joues, la langue et tout, et du coup, ça envoie de la salive dans ta bouche. Il faut peut-être s'entraîner un peu avant, parce que ce serait dommage, tu vois, d'arriver avec la bouche ensemble, mais vas-y, petit tips que je retiens. Ouais, et elle me mord tout le temps la langue. Et tu sais quoi, j'ai très envie de terminer cette interview là-dessus, parce que finalement, là, tu me sèches comme ça, et je trouve que c'est une excellente façon de terminer. Ça t'a plu? Ouais, super. Est-ce que j'ai réussi à aussi aller sur des terrains que t'avais pas nécessairement abordés Là, aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir fait une interview comme j'ai pu faire auparavant, où je me répète beaucoup sur ce que je dis. Bon, bah écoute, c'est le principal alors, parce que j'étais trop contente de faire cette interview, et c'est ce que je disais au début. Bah moi je suis un peu émue en vrai. Parce que mine de rien, c'était aussi, tu vois, toute une aventure l'an passé, et quand je vois tout le chemin parcouru, même cet été quand tu avais fait la petite release party pour Summer Body, et que je vois tout ce qui t'arrive, je suis profondément heureuse pour toi. C'est très gentil. Et j'ai hâte de venir t'applaudir sur scène. J'ai hâte de voir aussi toute la com qu'il va y avoir et tous les petits indices là que tu vas cacher qui, puisque tu l'as révélé ici, sont même pas forcément des indices finalement. Faites sur moi. Faites comme si. Tout ce dont on a parlé, c'est dans la description. Le lien pour écouter l'album, les places pour la tournée, tout ce dont on a parlé, les interviews aussi qu'a fait Elena, que j'ai trouvé très sympa, et toutes celles que je vais essayer de trouver, parce que vraiment, en fait, t'as fait tous les médias. Quel média? J'ai pas encore tout fait. T'en as fait un bon paquet quand même. Oui, c'est vrai. Je vais essayer de vous mettre le maximum de liens possible. Comme d'hab, vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et il y a une petite tradition à la fin, c'est que tu poses une question, non? Ça, c'était les ITV Starac. Mais il y a une autre tradition, parce que tu vois, moi je suis là comme ça, je te choque un peu, je te change tes habitudes. C'est que tu mentionnes quelqu'un que tu aimerais bien voir à ta place. Ah! Ici. Quelqu'un que tu connais pas, que t'as envie de voir se confier. Comme ça, moi après, qu'est-ce que je fais? Au culot, je vais dans CDM et je lui dis, ok. Tu sais qu'Elena, elle a mentionné ton nom. Attends. Bah, tu sais quoi? Parce qu'on a sorti notre album le même jour, et parce que je trouve qu'elle a un projet qui est presque de l'ordre de l'expérimental, je verrais bien Iliona ici. Eh ben, je note, et merci beaucoup pour cette proposition. Vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses sur Elena. Et j'ai hâte de vous lire. Je vous mets les réseaux sociaux d'Elena ici pour aller voir toutes les petites surprises qui arrivent, les premières parties qui seront bientôt annoncées. Ah ouais, j'ai trop hâte. J'ai hâte de voir aussi. Je me dis, est-ce que je vais avoir des copains, des copines que je connais? Les miens juste là. Et on vous attend dans les commentaires. À très bientôt. Ciao!